De tout et de rien présente Histoire de tout, Histoire de rien. Votre émission d'histoire, présentée par Marc. Avec Franck, Sébastien et Léopold. Ce soir, Alexandre le Grand, une décennie de conquête. Bonsoir à tout le monde, à nos auditrices, nos auditeurs, tous les gens qui nous écoutent d'ici ou ailleurs. Vous écoutez un nouvel épisode de votre émission favorite qui vous parle d'histoire, de l'histoire des grandes personnes, tout comme l'histoire des personnes plus ignorées. Et si la dernière fois on avait parlé avec l'ami Franck et l'ami Théo d'un conflit complètement méconnu et qu'au final on disait que on n'avait pas grand chose à en dire, là ce soir on vous propose, toujours en compagnie de Franck qui est là. Ça va, Franck? Écoute, depuis le temps. Depuis la dernière fois, qui était il y a vachement longtemps, hein, pas du tout il y a 2 heures. Ça me fait plaisir de t'avoir pour qu'on parle aujourd'hui, pas d'un conflit qui est méconnu, mais carrément, tout simplement, des conquêtes d'Alexandre le Grand, quoi. Voilà, on est fou. On va parler d'Antiquité. Et pour parler d'Antiquité, même si c'est pas du tout sa période géographique, on a Seb avec nous. Comment ça va, Seb? Salut, eh bien ça va très bien Marc, je te remercie. Mais je t'en prie, ça me fait très plaisir de t'avoir aujourd'hui, ce 4 septembre 2025. Et pour couronner le tout, vu qu'on parle de conquête militaire, il nous faut le spécialiste de la guerre sur cette chaîne, à savoir Léopold. Léopold, est-ce que ça va bien ce soir? Ah, ça va, merci. Eh ben cool, ça me fait plaisir de vous réunir tous ensemble ce soir. Du coup, ce que je vous propose, puisqu'on est là pour parler d'Alexandre le Grand, c'est de mettre une musique de circonstance. Mais oui, non, effectivement, moi je suis un césarien convaincu, donc même si Alexandre le Grand je connais de loin, hein, voilà. Comme je te disais. Oui, et c'est pas bien grave, parce que justement, sous cette musique un peu tribale que l'on entend au fond, et que vous avez sans doute tous reconnu, j'aimerais vous poser déjà, dans un premier temps, une question. Il représente quoi pour vous, Alexandre III de Macédoine? Ça peut être n'importe quoi, hein, votre réponse. Ça représente un conquérant? Un conquérant, mais bon. Un conquérant, ouais, exactement. C'est un peu entre guillemets le conquérant, celui qu'on apprend un peu tous à l'école. Je pense que c'est même enfin, en tout cas, dans mes très lointains souvenirs, car nous commençons à nous faire vieux, je pense que c'est le premier conquérant dont on nous a réellement parlé, je pense, à l'école. Un conquérant à l'échelle quasiment du monde connu. De leur monde connu occidental, ouais. Tout à fait. Grec. Monde connu occidental, oui, c'est pas mieux dire ça, oui. Après, moi j'ai une petite réserve par rapport à ça, même si c'est quelque chose qui est connu. Ouais. C'est qu'il avait quand même le terrain qui était bien préparé. Hein. Oui, son père a quand même fait énormément de taf. Voilà. Ils sont pas poulés. Déjà, je veux dire, la conquête de la Grèce, c'était fait, quoi. Voilà, oui, c'est vrai. C'était fait et les armées étaient prêtes à partir en Perse au moment où Philippe II meurt. Donc en fait, Alexandre, il a eu juste, entre guillemets, même si voilà, fallait le faire, mais il a eu juste à reprendre en fait ce qui était prêt. Il est pas venu nulle part, il apparaît pas. C'est pas un outsider, quoi. Je reste convaincu que Philippe II aurait au moins fait la moitié de ce qu'a fait son fils sans trop transpirer. Probablement, Enfin, vu le daron qu'il avait. Alors, Avec des scies, on met pareil en bouteille. dans le plat. Vas-y. Grande question. Qui est le plus fort, Gengis Khan, Alexandre le Grand ou Napoléon Bonaparte? Waouh. Moi, j'aurais dit la patrouille. Direct, ça part de polémique. Ok, alors attends, je me craque les doigts. Gengis Khan. C'est vrai que quand De toute façon, tout regardes, le monde sait que Jules César est en dessous d'Alexandre le Grand, et ça, on est tous d'accord là-dessus. Non, je vais comme ça. Heureusement qu'il n'y a pas de Théo, finalement. Alors, même en tant que césarien convaincu, je suis prêt à admettre que oui, César a fait moins bien qu'Alexandre, oui. Oh, et moi qui voulais un peu de drama. D'un autre côté, c'est pas, enfin, à un moment donné, à part les trois qui ont été. Ah non, mais Alexandre il a conquis la Perse, il était jusqu'à l'Indus en combien de temps?
Alors, pas longtemps, ouais, je crois. Quelques années, je pense même Quelques pas. années. Voilà, que l'autre, que Julot, moi je l'aime bien, hein, mais 7 ans en Gaule, pardon. C'est pas faux. Ouais. Mais ouais, mais il y a plein de forêts en Gaule, alors que là-bas. Il y a des Gaulois en Gaule, ils sont casse-couilles. C'est de la plaine. Est-ce que, Le mec au départ, hein, mais il faut appeler un chat un chat. est-ce que vous êtes chaud pour faire un petit quiz du coup? Ah oui. Ouais. Toujours. Ok. Bon, bah, allez, Alors, ce que je vous propose avec ce petit quiz, c'est que vous je suis pouvez pour ça. ouvrir le soundboard de Discord et vous verrez, j'ai rajouté un nouveau son qui s'appelle buzzer. Donc quand vous avez la réponse, vous buzzez, hein, tout simplement. D'accord. Ouais, mais du coup, ça va pas être peut différencié faire ça entre nous aussi. Si, parce que Oui. j'ai vos tronches et en fait, quand vous appuyez sur le buzzer, je vois chez qui ça va. Voilà, par exemple, là, je sais que c'est Léo, parce que c'est Léo qui a, Ouais, c'est moi. Léo Dagan, logique. Ok. Ouais, effectivement. Donc Ah, ça, marche je bien, vois. cette théorie. C'est pas mal, hein, t'as vu? Attends, mais c'est moderne. La technologie, La quoi. technologie. Non, mais attends. On est d'accord, Kermit la grenouille, du coup, c'est toi, Seb. Hein. Vous savez Ok. qu'en off, j'ai buzzé comme un. Oui, la Kermit, c'est moi, oui. Ok. J'ai ben. buzzé comme un débile pendant des heures. Trop bien. Alors, il commence déjà. Le quiz. Calme-toi, Emilien. Calme-toi, Emilien. Le quiz, c'est Est-ce un, que vous prenez la main? c'est un info ou un tox. Donc, en gros, je vous donne une affirmation et vous devez buzzer le plus rapidement possible pour me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Vous êtes chaud? On y va? Ouais. Ok. Allez, c'est Allez. parti. Affirmation numéro 1. Alexandre n'est pas le fils de Philippe, le roi de Macédoine. Ah, vous m'avez même pas laissé le temps de buzzer. Vas-y, du coup, Franck, c'est toi qui as buzzé en premier, je crois. Alors, il arrête pas de se prétendre le fils de Zeus. Exactement. Mais, c'est de la camomille. T'as pour anticipé dire les ma choses, question. poliment. Exactement. C'est l'Emilien. Emilien, c'est incarné dans Tu sais, mon. quand j'étais en train de réfléchir au premier degré, bah attends, bah si, bah, c'est son fils, mais je comprends pas. Il se prétend être le fils de Zeus, mais a priori, ça risque d'être compliqué phylogénétiquement parlant. Voilà, ça va être compliqué à prouver. Effectivement, il y a une légende qui dit qu'Olympias n'a pas conçu Alexandre avec Philippe, Des descendants de Vénus, alors. Hein. mais avec Zeus en personne. Et effectivement, du coup, Alexandre utilise ça à des fins politiques, parce que c'est plus sympa de se déclarer fils de Zeus que de fils de Philippe de Macédoine, j'imagine. Finalement, celui à qui sera le plus utile, ce sera Ptolémée, qui du coup récupérera la filiation créée entre Zeus et je sais plus si c'est Amon, la divinité égyptienne. C'est généralement Amon, ouais, qui est l'équivalent de Zeus. Et quand il fait couronner pharaon. Et du coup, c'est peut-être lui qui Effectivement. finalement. D'ailleurs, à propos des Égyptiens, il y a aussi j'ai trouvé une autre légende, entre guillemets, filiatrice, qui dit que Alexandre serait le fils du dernier pharaon d'Égypte de la 30e dynastie, à savoir Necta Nebo II, qui se serait réfugié à la cour de Philippe et qui aurait eu une aventure avec Olympias, mais bien évidemment, ça n'est qu'une légende. C'était pas pour légitimer sa Si, conquête bien, d'Égypte. bien évidemment. Ouais. C'est toujours la politique. La politique. Alors, affirmation Je veux numéro... dire, quand tu prends le contrôle d'un pays. Pardon. Oui, non, bien sûr, c'est sûr que tu as besoin d'y asseoir une certaine autorité. Je suis désolé parce que je pense qu'il y a je dois avoir un léger lag par rapport à vous, donc des fois je commence à parler, alors que vous avez dû déjà commencer à parler avant que ça arrive. Donc si je vous parle dessus, je suis navré, je m'arrête immédiatement. Mais ça peut prendre un certain temps dans votre temporalité à vous. Affirmation numéro 2. Alexandre ne parle que la langue attique, mais parfois lors de vives émotions, il lui arrive de parler en macédonien ancien. Là, c'était Seb en premier, vas-y. Oui, alors, autant je pense qu'il a pu apprendre Bah, déjà, est-ce que ça existe, le macédonien ancien? Bah, apparemment, oui. Parce que, j'imagine que le macédonien ancien, c'est le macédonien de leur époque, et que c'est le macédonien ancien pour nous aujourd'hui. Du coup, c'est sa langue maternelle. Tout à fait. Oui, je suppose que quand il s'énerve, il doit déblatérer le patois local. Exactement, c'est vrai. En tout cas, c'est ce que rapporte Plutarque. Donc oui. Je suppose, oui, tout comme quand les... Sud, voilà, c'est ça. Qui ont leur accent qui ressort. Je pense que c'est exactement la même chose. C'est vrai, oui. Et c'est vrai, tout à fait, c'est vrai.
Affirmation numéro 3. Alexandre a eu 2 précepteurs majeurs, l'un pour la guerre qui n'était autre que Léonidas de Sparte, et le second pour tout ce qui est philosophie qui n'était autre que Platon. Alors cette fois-ci on est sur Franck en premier. Faux. C'est faux, exactement, tout à fait. Faux. C'est faux. Faux, Platon. C'est mort et enterré. C'est le mec. Mais alors du coup, Mensonge. qui sont les 2 personnes en question réelles? Aristote, pour C'est Aristote, tout à fait, ouais. Aristote. Qui était d'un disciple Et de Platon, pour par contre. Et militaire, c'est qui? C'est pas Antipater? Et c'est pas Antipater. Antipater, c'est lui qui sera effectivement régent par la suite, on en reparlera. Mais c'est effectivement Léonidas, pas de Sparte, mais d'Épire, qui a un cousin ou un parent, en tout cas, de la femme de Philippe, pardon. Il y avait un piège, quoi. C'était un Léonidas. Oui, c'était un Léonidas quand même. Je trouve ça rigolo. Parce qu'en fait, quand je me suis renseigné, j'ai vu Léonidas, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et donc, du coup, j'ai farfouillé et c'était pas le bon Léonidas. Voilà. C'est celui que tout le monde a oublié. Affirmation numéro 4. À l'âge de 16 ans, Alexandre parvient à dompter un tigre en utilisant son courage. Vas-y, Franck. un cheval. C'est un cheval, tout à fait. Est-ce que tu as le nom du cheval? Bucéphale. C'est Bucéphale. Oui, moi, Ok. je l'ai. Tu l'as aussi, Seb. Alors, Seb, du coup, Allez. de quoi il avait peur, le cheval, à la base? Effectivement, mais oui, je l'ai. Haha. De son ombre. De son ombre, oui, bien joué, Léo. Oui, c'est De son oui. ombre. Ah putain, oui. En plus, je trouve la scène super belle dans le film, oui. Oui, le film est d'ailleurs très Non, bien. Moi, mais j'aime oui. bien le film. Alors, affirmation numéro 5. Alexandre accède au trône de Macédoine en 336 après la mort de son père qui meurt des suites d'une maladie. C'est faux. C'est faux, effectivement, c'est faux, Il Franck. meurt assassiné. Et il meurt assassiné, tout à fait, pendant la cérémonie de mariage de sa fille Cléopâtre avec le roi d'Épire Alexandre le Molos, qui n'est autre que le frère de Olympias. L'assassin est un jeune noble et garde du corps qui s'appelle Pausanias d'Orestide, qui garde une rancune envers le roi après avoir subi un viol apparemment. Certains historiens de l'époque y voient quand même une machination de sa femme Olympias, voire même d'Alexandre lui-même. D'autres prétendent même que ce serait l'infâme roi perse Darius III qui serait à l'origine de cet odieux attentat. Affirmation, On a un peu tendance à tout leur jeter sur les épaules. les pauvres Perses. Je veux dire, c'est pas comme si ça servait les ambitions politiques d'Alexandre que ce soit les Perses qui assassinent. Mais absolument pas. Voyons, je vois pas ce qui te fait dire ça. À la suite de son accession au trône, Alexandre condamne à l'exil les rivaux politiques de sa propre famille. Alors, vous avez presque tous buzzé en même temps, mais je pense que c'est Franck qui a buzzé quand même en premier, je crois. Je dirais faux. Il me semble que sa famille relativement étendue est quand même partie de la compagnie, ce qui d'ailleurs posera plein de problèmes après C'est vrai. sa mort. Mais d'ailleurs, Franck a raison. Franck a raison, mais il les a carrément fait tuer pour certains. Il va faire tuer son cousin Amintas IV alors qu'il est juste un enfant. Olympias va profiter de l'absence de son fils pour faire tuer Cléopâtre en contraignant cette dernière à se pendre après avoir vu sa fille Europa égorgée dans ses bras. L'oncle de Cléopâtre, Attale, est assassiné alors qu'il est en campagne en Asie mineure. Bon, ça, on ne sait pas vraiment si c'est du fait d'Alexandre ou non, mais ça paraît un peu louche. Alexandre, lui, par contre, va également faire exécuter Caranos, un des fils de Philippe, ainsi que 2 princes de la famille. Et donc, du coup, à partir à peu près de 359, le nouveau roi de Macédoine n'a, en tout cas, plus de rival capable de lui contester le trône, mais on verra que c'est plus compliqué que ça vers la fin du quiz. Bah, ça règle les problèmes d'héritage comme ça. Ah bah là, au moins, c'est clair. C'est ça, vas-y. Alors, affirmation numéro 7. Les cités grecques acceptent très facilement l'accession au trône d'Alexandre. Vas-y, Franck. Pas toutes. Ah, c'est Ouais, pas tout, Ah, merde. effectivement, ouais, tout à fait. J'ai effectivement Vas-y, la vas-y, vas-y. même réponse, mais tout à fait, je suis d'accord. C'est à mon sens, il y a des cités genre Sparte qui doivent être en mode je m'en bats les couilles, et, et d'autres cités comme Thèbes qui sont beaucoup plus proches et qui donc au moins
C'est ça. Moins motivé à Thèbes a faire pas la foutu gueule. la merde ou je Si confonds Thèbes, c'est exactement ça, Seb, t'as raison, c'est Thèbes qui a beaucoup foutu la merde et qui se rebelle avec d'autres cités. Et d'ailleurs, Plutarque décrit que Alexandre aurait dit la chose suivante, probablement parce qu'il était énervé en macédonien, j'imagine. Je le cite: Démosthène, donc homme d'État athénien, me traitait d'enfant quand j'étais en Illyrie, et chez les tribales, puis adolescent quand je suis rentré en Thessalie, je veux lui faire voir devant les murs d'Athènes que je suis un homme. Et du coup, il allait lui péter la gueule. Voilà. Mais effectivement, comme disait Franck, je crois que Sparte s'en battait les couilles modèle géant. Oui. On part, il suffit de voir leur réponse laconique au paternel. Alors, affirmation numéro 8, si je ne m'abuse. C'est Alexandre qui est à l'origine du concept de ce qu'on appelle le pan-hellénisme. Alors, Franck, je crois encore, je crois que c'est un délai en fait, c'est ça le problème. Bah vas-y. Vas-y, Seb, du Mais coup. c'est pas grave, mais vas-y, c'est pas grave. Non. Non, vas-y Seb, vas-y. Non, vas-y, Franck, vas-y. J'aurais tendance à dire non. Voilà. Oui, J'aurais tendance c'est à faux. dire non. Exactement. Les Grecs étaient déjà conscients c'est ce que qu'ils étaient j'allais des dire Grecs aussi. avant Alexandre. Tout à fait. En fait, Alexandre, comme vous l'avez dit en introduction, il reprend à son compte le projet de son père, qui lui-même tire ce projet panhellénique de la pensée d'Isocrate, qui est un philosophe qui a vécu en même temps que Platon, pour qui seule l'union des Grecs pourra les sauver de guerres fratricides. Donc c'est vraiment ce concept philosophique-là que Alexandre et son père avant lui essayent de mettre en place via tout un système de conquête. Vas-y, Seb. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais c'est pas d'ailleurs les premières guerres médiques qu'ont aussi Tout à fait. favorisé ce sentiment. Tout à fait. Ce sentiment a été effectivement favorisé par les premières guerres médiques. Effectivement, tu as tout à fait raison. Parce que pour la première fois, il fallait qu'il y ait une unification des cités grecques. Alors, question numéro 9. L'infanterie d'Alexandre sont ce qu'on appelle des phalanges. C'est tout. Oui, c'est tout. C'était C'était la question. C'était la question. Ok, d'accord. Oui, la chute en fait. Oui, exactement pareil. Non, il n'y avait pas de chute. J'avais pas beaucoup d'idées sur celle-là. Je pense, oui. Oui, tout à fait. Oui. En fait, j'ai hésité à vous mettre que c'était des légions et je me suis dit que ça faisait trop de faux et pas assez de vrai. Il me semble qu'il a aussi. Non, mais tu sais, parce qu'en plus, il y a un truc pas des particulier par auxiliaires rapport aux phalanges d'Alexandre, et je me suis dit, il va poser une question machin sur le type de phalange. Non, Non, j'ai pas. C'est vraiment juste parce qu'en fait, moi-même, je connais pas trop les types de phalanges qui diffèrent par exemple des phalanges grecques. Si d'ailleurs vous voulez en dire un peu plus, Ah, c'est facile. vas-y. Alors en fait, les phalanges macédoniennes sont équipées de saris. Ouais. Ce sont des lances qui font de mémoire 5 mètres et quelques de long. Ok. Et du coup, les phalanges macédoniennes, de fait, en face à face, surpassent les phalanges plus du sud, les phalanges grecques classiques, parce que leurs lances sont plus courtes. Ok. D'accord. Et du coup, si tu peux tuer les mecs de plus loin et que toi, ils peuvent pas t'atteindre, et bah t'as l'avantage. C'est pas con, effectivement. Fallait y penser quand même. Et du coup, voilà, la différence avec la phalange macédonienne, c'est que la phalange macédonienne, alors ne porte pas de haut plomb, parce qu'ils doivent tenir leur lance à 2 mains. C'est quoi un haut plomb? C'est une espèce de bouclier qui est attaché au bras. Ah, le haut plomb, c'est le bouclier du hoplite. Ah, le bouclier rond, l'espèce de gros bouclier rond, là, c'est ça? Le bouclier rond. Ouais, ok. D'accord. Et en fait, la saris qui doit se manier à 2 mains vu sa longueur interdit le port du haut plomb parce qu'il ne peut pas tout faire en même temps. Donc, ils ont des espèces de boucliers plus petits attachés au bras. Ok. Mais concrètement, ce qui fait leur force, c'est que les saris, ça font 5 mètres de long et que tu déglingues les mecs à l'autre bout de la meuf, quoi. Ok, merci. Franck, t'as raison aussi, effectivement, il y a des auxiliaires qui sont présents, parce qu'il n'y a pas que de l'infanterie, on a de la cavalerie lourde, on a une cavalerie légère, il y a des engins de siège, bien évidemment, des tirailleurs, qui suit Alexandre, qui a ce qu'on appelle les éthers, donc ses compagnons, c'est un escadron de 300 cavaliers. T'as aussi des Perses qui sont recrutés à partir de 330, tout un système d'éclaireurs, etc. Bref, c'est effectivement pas que de la phalange, mais on se souvient toujours plutôt des fameuses phalanges macédoniennes, du coup, et pas grecques, comme l'a si bien précisé Sébastien, qu'on remercie au passage. Question numéro 10.
Tac. D'ailleurs, je viens de littéralement spoiler la question numéro 10. Il n'y a pas que des Macédoniens dans les troupes d'Alexandre. Bah, Eh ben, c'est vrai. c'est déjà répondu. Ok, Le mais jour est-ce que vous avez des noms, on va dire, le terme nation n'est pas juste, mais c'est le seul qui me vient de potentiels peuples mercenaires qui Moi, pourraient je être sais. recrutés. Vas-y. Moi, Vas-y. Alors, il y a probablement des Galates, ou en tout cas des Celtes, Ouais. Ok. puisque dans les troupes de Philippe II, il y avait probablement des contingents celtes, parce qu'il y a des monnaies à l'effigie de Philippe Ah II ouais. qui circulaient ensuite en Gaule, C'est incroyable. justement par le mercenariat. Ouais. Ok. Ça, je savais pas, tu vois. C'est génial. Bah, de toute façon, le Gaulois, Donc, dès qu'il y a la Alexandre bagarre, a vérifié. Voilà, à vérifier, mais Alexandre a probablement des contingents celtes, ne serait-ce que de la cavalerie, Ok. dans les premières années de ses campagnes. Ok. Effectivement, c'est vrai que les Galates sont pas très très loin, si je ne Parce que m'abuse. Je ne suis pas sûr. Ouais. et puis Oui, je suis un les peu plus Gaulois, sûr pour Philippe II, mais je suis moins sûr pour Alexandre. dès que c'est la bagarre, eux ils aiment bien, donc Euh, Bah, dès que c'est ça pas la comme si bagarre avec c'était sa taillé une paye. réputation. Moi, dans les différents groupes, j'ai noté des Perses, du coup, des Thraces, des Tribales, des Agrianes, des Péoniens, certains Grecs de la Ligue de Corinthe, effectivement aussi, etc., etc. Mais des Galates, ouais, ça me paraît pas déconnant non plus, effectivement. Ouais, c'est vrai. À vérifier, bien évidemment, parce que là, on pourrait mettre le jingle de Franck, c'est pas sourcé, mais je suis sûr qu'on on peut retrouver l'information très très vite. Affirmation numéro 11. Alexandre voulait une armée de soldats imberbes. Vas-y, Franck. Il me semble pas, ils sont tous ses compagnons de mémoire sont barbus. Après, est-ce qu'il a pas pesté à un moment donné? Il me semble me rappeler d'un truc où il peste contre certains de ses officiers, que justement il porte la barbe. Mais Effectivement, ouais, c'est ça. En fait, selon Plutarque, pardon, ils c'est sont toujours tous Plutarque. barbus après. euh, En 3 mois, ils sont tous. Alexandre veut que ses généraux se rasent leur barbe pour qu'ils donnent l'exemple aux soldats pour la barbe ne puisse pas servir de prise aux mains des ennemis. Voilà. Mais après, c'est selon Plutarque, hein, bien évidemment. Encore une fois, c'est. Il me semble que personne ne le fait d'ailleurs. Je pense que. Il le demande, les mecs le regardent, ils font ah non. Affirmation numéro 12. Alexandre parvient à dénouer le légendaire nœud gordien. Vas-y, Franck. Alors ça dépend, est-ce qu'un coup d'épée c'est considéré comme dénoué Moi, je considère que non. ou non? Effectivement, ouais, tout à fait. Question bonus, du coup, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il défasse le nœud gordien Qu'est-ce que ça prouverait selon la prophétie? Je sais plus quelle cité qui lui demande de couper le nœud gordien et s'il y a archiviste sur leur mode c'est trop fort. Ouais, en gros, le concept, c'est que celui qui arrive à défaire le nœud deviendrait le maître de l'Asie mineure. Et donc, du coup, lui, il le défait pas, il le défonce. Voilà, je sais pas si pour les dieux ça compte. Mais bon. Pendant quelques années. au Pendant moins. quelques années, ouais, c'est ça. Parce que ça a marché. Ça a marché, mais avec modération. A priori, il y avait un vide juridique, ils ont fait bon dans le doute. Dans le doute, on lui octroie. Et après, il est repassé en cassation, et c'est pour ça qu'il a perdu son empire. Ouais. Ah, ça c'est cool. Il aura dû suivre la procédure. Question numéro Il y a un dieu qui a trouvé un bouquin, par qui a dit attendez les gars. Attendez, j'ai un antique livre. Le mec il a ouvert le livre de règles et pendant que les autres ils faisaient leur truc, lui il lisait. C'est Zeus qui a trouvé le code d'Halo. Il a fait Ah, attendez. il aurait dû lancer 3D20, en fait, ça marche pas, c'est conneries. Voilà. Alors, Terrible ce genre de. affirmation numéro 13. Le philosophe Diogène était un grand partisan d'Alexandre. Vas-y, Franck. Désolé, mais là je suis. Non, d'ailleurs, il lui a même demandé de se pousser parce qu'il lui gâchait son soleil. Ouais. Tout à fait, Faisait exactement. de l'ombre. D'ailleurs, Vraiment, mais Diogène étant un sac, un énorme sac.
On a, Il n'en avait rien à foutre. on a toute l'histoire qui nous est racontée d'ailleurs par Plutarque. La rencontre entre les deux individus à Corinthe. Je vais citer Plutarque. Alexandre espérait que Diogène de Sinope, qui vivait à Corinthe, viendrait lui aussi le trouver et le féliciter. Comme Diogène ne se souciait aucunement d'Alexandre et restait tranquillement au Cranéon, ce fut Alexandre lui-même qui se déplaça. Diogène se trouvait allongé au soleil. En voyant arriver tout le monde, il se redressa un peu et jeta les yeux sur Alexandre. Celui-ci, l'ayant salué, lui adressa la parole le premier pour lui demander s'il avait besoin de quelque chose. « Écarte-toi d'un peu de mon soleil !» répondit l'autre. Alexandre en fut profondément frappé, dit-on. Le philosophe le méprisait, mais lui, il admirait son dédain et sa grandeur. Alors que ses compagnons s'en allaient rier et se moquaient, il leur dit « Eh bien moi, si je n'étais pas Alexandre, je serais Diogène. » Fin de citation. Ouais, alors sachant que Diogène, il vivait pas dans des palais, il avait pas 400 000 mecs. Ouais, c'est clair. Diogène en avait un peu rien à foutre. Et le mec, plusieurs fois, des patrons lui ont proposé des quantités infernales de thunes. Le mec, il a regardé, il a fait « Ah, je vais pisser dans ton jardin !» C'est ça que j'adore chez ce mec, c'est que c'est le punk original. Ouais, c'est le mec punk, reste- le punk original, ouais, exactement. Ouais. Alors, affirmation numéro 14. Le roi Darius meurt à la bataille de Gaugamélès. La victoire est alors Vas-y, Franck. Non, Non, effectivement, tout à fait. il s'enfuit en chariot. Il s'enfuit en chariot, tout à fait. Suite à quoi, Alexandre se fera couronner roi de l'Asie et dira, toujours selon Plutarque, « La terre ne peut tolérer deux soleils, ni l'Asie deux rois. » Affirmation numéro 15. C'est géologiquement vrai, ouais. Affirmation numéro 15. Pendant ce temps, en Grèce, les cités se rebellent à nouveau. Oui, vas-y Léo. Bon, je dirais que c'est vrai, non? Ouais, c'est vrai, tout à fait. Sans doute. C'est un peu ça, c'est oui, Ouais, dans le c'est doute. pareil. Ouais, non, mais ça arrive souvent. Et donc du coup, comme Alexandre n'est pas là, qui c'est qui va mater la révolte? Ah ah. Antipater. C'est Antipater, tout à fait, tu perds ton sang-froid. Ah, j'ai hésité à le dire en plus Antipater, mais je me suis dit, ah, non, Non, si, c'est ça, c'est Antipater qui a été laissé par Alexandre en Grèce pour gérer un peu le business. Retour du coup à nos moutons, plutôt à nos Perses. Affirmation numéro 16, Darius ne sera jamais capturé par Alexandre. Vous avez tous, on va dire Seb. c'est vrai, puisque techniquement, Tout à fait. il va pas réussir à l'attraper vivant. Exactement, parce que qu'est-ce qui lui arrive? Il est assassiné par l'un de ses propres soldats, je crois. Et tout à fait, exactement. Et si ma mémoire est bonne, il est laissé à crever sur le bord d'une route. Le nom de ce soldat est d'ailleurs très rigolo parce que c'est presque le nom d'un milliardaire américain. Et Elon Musk. Non, c'est Bezos. Et du coup, le général Bezos s'autoproclame roi. Un règne qui sera d'ailleurs de très courte durée, puisqu'il sera lui-même trahi et livré à Ptolémée, un des généraux d'Alexandre. Il sera ensuite emmené à Bactre, où, à la façon des Perses, son nez et ses oreilles seront coupés, puis il finira par être exécuté. Comme quoi, c'est le karma, j'imagine. C'est-à-dire que c'est tellement pratique. Alexandre peut débarquer et dire « Oh, mais regardez, en fait, j'ai vengé des... J'ai vengé votre pauvre roi. Darius. C'est ex- Moi, je l'aurais traité avec soin. C'est exactement ça. Hein. C'est que de la politique. Tout est politique. Tout est politique, tout. Affirmation 17. Alexandre est connu par ses amis comme étant quelqu'un avec un tempérament calme et qui écoute les critiques. Vas-y Franck. Genre littéralement arrivé en Inde, il va se mettre à découper ses amis, il va tomber dans la dépression à cause de ça. Tout à fait, c'est vrai. C'est Non, vrai. Le mec est un psychopathe hyper impulsif. Bon, après, on peut le dire, outre le côté sanguin du Macédonien, le fait qu'il soit alcoolique et que au bout de combien 2 ans de campagne, il soit devenu complètement... Ouais, ça aide pas. Non. D'ailleurs, effectivement, un des moments les plus connus de
de ça, c'est quand il va tuer son ami d'enfance qui s'appelle Clétos, qui a eu tort de dire que, enfin selon Alexandre, hein, de dire que Philippe II avait des exploits supérieurs à ceux d'Alexandre. Du coup, dans un accès de rage, il va tuer Clétos de ses propres mains. Puis ensuite, le lendemain, une fois qu'il aura débourré, il va pleurer son ami et l'honorer avec de grandioses funérailles, puisque ça lui fera une belle jambe. Toutefois, ce crime va créer un profond malaise parmi l'entourage du roi, ce qu'on peut aisément comprendre. C'est ça. Affirmation numéro 18. Alexandre veut envahir l'Inde pour se refaire économiquement suite à ses guerres en Asie mineure. Waouh, vous avez fait ça en même temps. Donc j'imagine que là, pour le coup, c'est Seb qui est en premier avec son délai, fatalement. Vas-y. Bah, alors, il y avait peut-être une petite raison économique, mais je crois que c'était surtout pour des questions de gloire et des... T'as vu, j'ai repoussé les limites du monde connu. Hein. Et bah, moi, c'est ce que je pensais à la base. Mais d'après ce que j'ai regardé, de plus en plus, apparemment, les historiens considèrent que c'était plus une question de pognon. Parce que en allant en Inde et en servant plus ou moins de mercenaires entre les différents postes, il faisait d'une pierre deux coups, il se renflouait. Et en plus, effectivement, Après, ça se comprend, parce qu'effectivement, techniquement, quand ton armée, ça fait des années qu'elle va toujours vers l'Est... Au bout d'un moment, bah oui, il faut les payer, les mecs, quoi. Les mercenaires galates, faut les payer un peu. Ouais. Techniquement, vu les richesses de l'Empire perse. Bah en fait, il voulait apparemment, ce que j'ai vu, c'est qu'ils cherchaient des profits commerciaux avec l'Inde. Ce qui, bien sûr, a fonctionné. Pas du tout. Pas du tout. Un autre truc qui est rigolo, c'est que d'après Plutarque, apparemment, l'armée d'Alexandre, quand ils sont arrivés au bord de l'océan, ont été très impressionnés par le concept de la marée, puisqu'avec la Méditerranée, vu que t'as pas tant de marée que ça, là le fait de voir l'eau se barrer et se revenir, ça les a beaucoup perturbés apparemment. Je trouve ça rigolo, parce que c'est vrai que pour nous c'est classique, mais faut le découvrir quoi, à un moment donné, j'imagine. Affirmation numéro 19, il n'y en a plus que 2. Affirmation numéro 19. On sait exactement de quoi est mort Alexandre. Vas-y Seb. Alors, non. Effectivement, non, on ne sait pas. Il y a plusieurs hypothèses, empoisonnement, maladie, alors dû à son alcoolisme, à une maladie qu'il aura attrapée justement en Inde. La chiasse notamment, littéralement. Comme quoi c'est dangereux. Effectivement, ouais, il y a plusieurs causes possibles. Le paludisme, la fièvre typhoïde, un ulcère gastrique, une pancréatite aiguë, la surconsommation d'Elbor, une plante médicinale, toutes ces grosses bitures, ou alors tout simplement un assassinat, même si ça paraît être l'hypothèse la moins probable. Quand même préciser que la veille de sa mort, selon Plutarque, il s'est quand même enfilé ce qu'on appelle la coupe d'Héraclès, je crois, un truc comme ça. C'est une coupe remplie à mort de vin, et le lendemain il est mort. Donc bon, ne faites pas ça chez vous. Voilà. Se bourrer la gueule, peut-être parfois dangereux pour la santé, surtout quand vous avez le paludisme. Après, le truc, c'est qu'il n'en était peut-être pas sa première coupe de... Ouais, voilà, c'est ça. Il était peut-être bourré H24. Exactement. Et enfin, question numéro 20, la dernière de notre quiz. À la mort d'Alexandre, son fils Alexandre IV prendra le pouvoir, mais ne parviendra pas à garder l'Empire en état. Vas-y, Franck. Bah alors, il y a du vrai, il y a du faux, c'est-à-dire qu'il prend le pouvoir, non. Ses gardiens prennent le pouvoir en son nom et il il meurt dans des circonstances tragiques qui permettent à Antipater et à tous les autres connards de prendre la place, récupérer des morceaux d'Empire. Effectivement, mais d'ailleurs, sachez qu'en fait, Alexandre IV n'est même pas encore né quand son père meurt. Directement, les diadoques, donc du coup les généraux d'Alexandre, vont se partager la régence des territoires, donc c'est ce qu'on appelle des satrapes, en attendant la naissance, puis du coup la majorité du gosse. Problème, comme l'enfant n'est pas encore vivant, certains diadoques considèrent qu'il n'est pas légitime à gouverner. Et ils considèrent alors que c'est Philippe, le frère déficient mental d'Alexandre, qui doit hériter. Donc comme quoi, même quand tu penses avoir tué toute ta famille, en fait, il fallait quand même tuer ton frère déficient mental pour éviter qu'il prenne le pouvoir à la place de ton fils. Donc des dissensions apparaissent, bien évidemment, la paix ne durera pas et l'Empire finira par s'effondrer sur lui-même. D'ailleurs, d'après Diodore de Sicile, lorsqu'Alexandre, agonisant, reçoit la question de Perdiccas, l'un de ses généraux, qui lui dit « À qui entends-tu léguer l'Empire, Alexandre ?»
Alexandre l'aurait regardé en le prenant par le callback et en lui disant « au plus fort ». Et du coup, c'est ce qu'ont fait les Diadoques. Ils se sont dit, on va voir qui c'est le plus balèze. Donc, parmi les Diadoques les plus connus, nous avons donc Ptolémée qui reçoit la satrape de l'Égypte, Antigone qui reçoit la Phrygie, Lysimaque qui reçoit la Thrace, Antipater qui garde la Grèce, et Perdiccas qui est carrément régent des armées. Il y en a plein d'autres qui sont secondaires, qui dureront pas longtemps, et il y a quelques petits arrivistes qui ne sont techniquement pas des Diadoques tout de suite, puisque c'est pas des compagnons directs, qui finiront petit à petit par se tailler de véritables empires, comme un certain Séleucos, qui était simplement un lieutenant à la base de Perdiccas, mais qui l'a trahi pour prendre sa place. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, et la période des Diadoques est vraiment très très cool. C'est du Game of Thrones antique. Alors, par contre, c'est un bordel, parce que juste avant d'enregistrer cette émission, j'ai révisé un peu mes Diadoques au cas où on en parlerait, parce que je savais que c'était le foutoir. J'adore les Diadoques. Mais oui, mais je me souvenais plus, mais c'est un bordel. Infâme, hein. Moi, j'avais eu un cours dessus à la fac et j'avais adoré tous les rebondissements et tout, les trahisons. Parce que là, par exemple, il me semble dans les souvenirs que Antipater se fait trahir par Cassandre, qui du coup va tuer Alexandre IV et Antipater dans la foulée pour prendre le contrôle de la Grèce. Enfin, c'est le bordel. Tout le monde se tape dessus, c'est absolument génial. Il n'y a que Ptolémée qui reste finalement assez peinard dans son coin. Moi, mes petits chouchous, c'est quand même Antigone et son fils. Comment il s'appelle son fils ? Son fils, mais qui vont littéralement rouler sur tout le monde, qui est à 2 doigts de reprendre l'Empire pour eux seuls, et finalement qui vont échouer lamentablement. Oui, le descendant d'Antigone, il est vraiment... Ah, c'est Démétrios, son fils. Démétrios. C'est ça, c'est Antigone et Démétrios, ils vont vraiment claquer le beignet à tout le monde, mais non, ils vont pas réussir. Ouais, non, mais c'est vraiment... C'est pour ça que je dis que c'est vraiment le Game of Thrones, parce que des fois, tu suis un gars, il va réussir, et en fait, au dernier moment, paf, trahison, et du coup, tout s'effondre. Et en fait, petit à petit, du coup, c'est un truc qui va quand même durer assez longtemps avant que tu aies une stabilité politique dans la région, et de ça vont émerger du coup des royaumes, le royaume séleucide par exemple, le royaume du Pont-Euxin aussi, etc. Et c'est vraiment c'est une période qui est très 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 intéressante, je trouve même en réalité, et je la trouve plus intéressante que les conquêtes d'Alexandre en elle-même, cette période-là. Parce que justement, t'as pas juste un mec qui va conquérir des territoires, t'as vraiment comment est-ce que après la chute d'un empire, les choses se réorganisent. Je trouve ça vraiment fascinant. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, on fera un hors-série sur les Diadoques. Dites dans les commentaires si ça vous intéresse. Et les chroniqueurs, n'hésitez pas à dire aussi si vous êtes chaud bouillant pour un épisode comme celui-ci, qui pourrait être aussi très intéressant. En vrai, ce serait aussi rigolo. Alors après, c'est de la pure spéculation, évidemment, mais de comparer un peu ce qu'aurait pu se passer si Alexandre avait vécu par rapport à faire une uchronie. Est-ce que vraiment il aurait réussi à conserver un empire unifié, sachant que les Gréco-Macédoniens et les Perses ne pouvaient pas se voir? Ouais, et puis ces volontés d'aller partir faire des conneries en Arabie, en Libye, il y a tellement de potentiel de se faire zigouiller, ne serait-ce que par la maladie. Ouais. Et puis surtout, le problème, c'est que ce genre de type, il n'est pas en place. Hein. Pendant qu'il est en train de faire youplala dans le désert, je ne sais quel de ces satrapes qui se dit bon, moi la dépendance, c'est bien, salut. Effectivement, ouais, tout à fait. Écoutez, messieurs, j'espère que ce quiz vous a plu déjà dans un premier temps. Si vous avez encore un peu de temps à m'accorder, j'ai écrit aussi également une petite chronique qui va parler d'un sujet un peu particulier, puisqu'il y a quelque chose qu'on n'a pas du tout abordé au sein de ce quiz, c'est le brassage culturel et biologique qui a été initié par Alexandre à travers ses conquêtes, etc. Et en travaillant un peu sur cet épisode, je suis tombé sur des articles liés à l'ADN sur est-ce que oui ou non, on peut retracer par l'ADN les conquêtes d'Alexandre, en fait, finalement. Donc, ce que je vous propose, c'est de parler justement de ça à travers plusieurs exemples, comme notamment une population qu'on appelle les Kalash, dont on va parler d'ici justement quelques instants. Est-ce que ça vous tente ? Oui. Oui, ok, parfait. Pareil, si vous avez envie de m'interrompre à un moment donné, vous n'hésitez pas. Donc, comme dit précédemment, l'expédition d'Alexandre le Grand en Asie ne va pas se limiter à une simple conquête militaire. Elle inaugure une période de bouleversements politiques, culturels et sociaux qui va marquer le début de ce qu'on appelle l'époque hellénistique, qui va se situer entre moins 323 et moins 330 avant Jésus-Christ.
Cette période va se caractériser par la diffusion de la culture grecque bien au-delà de ses frontières traditionnelles, mais aussi par des interactions inédites entre populations grecques et orientales, tant dans les sphères politiques que dans les pratiques sociales et familiales. Dès les premières étapes de sa conquête, Alexandre adopte une politique d'intégration destinée à légitimer son autorité autour des territoires conquis. Il maintient en place certaines structures administratives perses, adopte des éléments de la cour achéménide comme la prokinèse, geste d'inclination devant le souverain, et va s'efforcer de fusionner les élites macédoniennes et orientales. Cette stratégie culmine en 324 avant Jésus-Christ lors de ce qu'on appelle les noces de Suse, qui ont été d'ailleurs décrites par l'historien Arrien. À cette occasion, Alexandre organise une cérémonie au cours de laquelle il va marier environ 80 de ses officiers macédoniens à des femmes perses issues de grandes familles locales. Selon certaines sources, ce sont même jusqu'à 10 000 soldats qui auraient également été unis à des femmes locales, dans un vaste effort symbolique d'union entre les peuples. Alexandre lui-même épouse Statira, fille du roi perse Darius III, ainsi qu'une autre princesse, Parisatis, fille d'Artaxerxès III, tandis qu'il était déjà marié à Roxane, une noble bactrienne. Ces mariages politiques visaient à légitimer son pouvoir aux yeux des populations orientales, mais il pourrait également avoir facilité, dans certains cas, un métissage biologique entre les soldats macédoniens et les femmes locales. Au-delà des mariages officiels, la présence prolongée de troupes dans les régions éloignées, parfois pendant plusieurs années, rend plausible l'établissement de liens familiaux non institutionnalisés avec des populations locales. Cette hypothèse est particulièrement crédible dans les régions les plus orientales de l'Empire, comme la Bactriane, donc le nord de l'Afghanistan et le sud du Tadjikistan, où Alexandre va fonder plusieurs colonies grecques. Parmi ces fondations, Aekanoum est l'un des exemples les plus emblématiques. Cette cité hellénistique, identifiée dans les années 1960 sur les rives de l'Oxus, présente une architecture clairement inspirée du modèle grec, avec des gymnases, des théâtres, des temples, des palais, tout en s'adaptant au contexte local. On y a retrouvé des inscriptions en grec, des œuvres d'art gréco-orientales et des preuves de cohabitation entre des colons grecs et les populations locales. Bien que les archives démographiques précises fassent défaut, il est raisonnable de penser que de telles villes ont pu constituer des points de contact culturels et humains durables, où des unions mixtes ont pu se produire au fil des générations. Néanmoins, il est crucial de ne pas surinterpréter ces éléments. La majorité des soldats macédoniens, notamment ceux qui faisaient partie des élites, ont probablement quitté l'Orient après la mort d'Alexandre ou sont morts sans laisser de descendance locale identifiable. De plus, les colonies grecques, bien que nombreuses, sont restées minoritairement peuplées à l'échelle des régions conquises. Leur impact démographique réel et donc génétique reste difficile à évaluer. En résumé, les sources historiques attestent de la volonté d'Alexandre de promouvoir une forme d'union politique et culturelle entre Grecs et Orientaux. Cette politique s'est traduite dans certains cas par des mariages mixtes institutionnels ainsi que par la fondation de villes. Si ces éléments rendent plausible l'existence de mélanges biologiques ponctuels, ils ne permettent donc pas à eux seuls de conclure un impact génétique durable sur les populations locales. Toutefois, si le contexte historique des conquêtes d'Alexandre permet d'imaginer des unions mixtes entre populations grecques et orientales, la question de leurs traces biologiques réelles dans les populations, comme on l'a vu, demeure véritablement complexe. Mais grâce au progrès de la génétique, il est aujourd'hui possible d'analyser l'origine et la composition génétique d'un groupe d'humains, et parfois même de reconstituer les flux migratoires anciens. Toutefois, ces outils ont leurs limites. Ils ne permettent pas d'identifier des gènes grecs, entre guillemets, ou une descendance individuelle, ou encore moins d'attribuer un mélange génétique à une armée particulière ou à une figure historique spécifique. Néanmoins, certaines hypothèses ont pu être testées, notamment dans deux contextes. Celui des Kalash, une population montagnarde du nord du Pakistan, souvent présentée comme héritière des troupes d'Alexandre. Alors c'est qui finalement ces Kalash ? Les Kalash vivent dans 3 vallées isolées de la région de Chitral, dans le nord du Pakistan, près de la frontière afghane. Leur langue indo-aryenne, le Kalasha, leur région est polythéiste, leurs fêtes saisonnières et leur apparence physique ont suscité, depuis l'époque coloniale, un vif intérêt de la part d'ethnologues et d'explorateurs occidentaux. Très tôt, certains ont supposé qu'ils pourraient être les descendants directs des soldats d'Alexandre, restés dans la région après la campagne en Inde. Ce récit, transmis par la tradition orale, a connu un regain d'intérêt au XXe siècle et continue aujourd'hui encore d'alimenter le tourisme,
et la fascination envers la population des Kalash. Vous pouvez aller googler les Kalash d'ailleurs si vous voulez. Cependant, les recherches génétiques menées au XXIe siècle permettent d'évaluer cette hypothèse à la lumière de données scientifiques. Les analyses de l'ADN mitochondrial, donc hérité de la lignée maternelle chez les Kalash, montrent une quasi-exclusivité d'haplogroupes eurasiens occidentaux. Je vous passe les détails, c'est U4 34%, RZO 23%, U2E 16%, J2 9%. Bon, je vous ai pas passé les détails en fait. Non, mais j'allais le dire. Retirez les mots de la bouche. Fait notable, aucun haplogroupe sud-asiatique ou est-asiatique typique n'a été détecté, ce qui suggère une origine maternelle non locale, probablement issue d'Asie centrale ou de l'ouest du plateau iranien. Du côté paternel, l'ADN du chromosome Y révèle une forte diversité, avec des haplogroupes tels que L3A, H1, R1A, G, J2, présents à des fréquences significatives. Certains de ces haplogroupes sont communs à la fois chez les populations d'Europe de l'Est, d'Asie centrale et d'Asie du Sud, ce qui limite leur valeur comme indicateur d'origine grecque. D'autres, comme G ou L, sont plus fréquemment associés à des populations du Caucase et de l'Iran, reflétant probablement des flux migratoires anciens venus de ces régions. Les chercheurs s'accordent donc sur une conclusion prudente mais claire. Les Kalash présentent effectivement une signature génétique atypique pour la région, avec des affinités marquées des populations d'Asie de l'Ouest et d'Europe. Mais rien ne permet de les rattacher spécifiquement aux Macédoniens d'Alexandre. Leur origine est vraisemblablement plus ancienne, remontant à des migrations indo-européennes ou centra-asiatiques antérieures à l'époque hellénistique. Autrement dit, le mythe d'une descendance grecque des Kalash n'est pas confirmable par la génétique actuelle. Il s'agit plutôt d'un récit symbolique porteur d'identité pour les Kalash eux-mêmes, mais non étayé par des preuves biologiques directes. Un autre cas va se présenter à nous. Celui du cas de l'Asie centrale et plus précisément du Xinjiang. L'étude des populations, notamment celles des anciennes provinces de Bactriane, de Sogdiane et du bassin de Tarim, offre un éclairage plus global sur les dynamiques de métissage à l'œuvre dans les territoires traversés et gouvernés par Alexandre. Les recherches en paléogénétique, c'est-à-dire l'analyse ADN ancien extrait de restes humains archéologiques, ont révolutionné notre compréhension de l'histoire démographique de ces régions. Plusieurs études majeures ont montré qu'un brassage génétique intense existait déjà bien avant l'époque d'Alexandre, dès l'âge du bronze, et s'est poursuivi jusqu'à l'époque médiévale. Par exemple, les analyses ADN anciens menées sur des momies du bassin de Tarim, dans l'ouest de la Chine, ont révélé la présence d'haplogroupes mitochondriaux typiquement européens, dès 2000 avant Jésus-Christ, combinés à des composantes est-asiatiques plus tardives. Cela témoigne d'un métissage entre populations d'origine occidentale et orientale, bien antérieure donc, comme on le disait, à l'époque hellénistique. De même, des études réalisées sur des sites archéologiques en Bactriane ont mis en évidence des compositions génétiques mixtes combinant des composantes issues des steppes du plateau iranien et de l'Asie centrale. Il en ressort donc à nouveau un constat fondamental, les régions traversées par Alexandre étaient en fait déjà génétiquement diverses, et cette diversité s'est accrue à travers les siècles, notamment en raison des routes commerciales, des migrations, des invasions, bref, de tous ces échanges culturels. À ce jour, aucune étude génétique n'a identifié de traces spécifiques associables à une population grecque antique dans ces régions. Les éventuels mélanges issus des colonies grecques ou des mariages mixtes à l'époque d'Alexandre sont vraisemblablement trop faibles sur le plan démographique pour être identifiables. Il est donc impossible d'isoler entre guillemets une empreinte génétique d'Alexandre dans les populations actuelles d'Asie centrale. Ainsi, si la génétique permet de documenter avec une grande précision les mouvements de population à large échelle, elle ne peut donc ni prouver ni exclure de façon définitive les mélanges ponctuels survenus à l'époque d'Alexandre. Pour mieux comprendre ces limites, il convient maintenant d'examiner ce que la génétique permet réellement de retracer, et ce qu'elle ne peut pas dire. Depuis le tournant du XXIe siècle, les avancées en génétique des populations et en paléogénomique ont permis de retracer avec une précision croissante les grands mouvements humains du passé. À travers l'analyse d'ADN moderne et ancien, il est désormais possible de reconstituer de véritables flux migratoires sur plusieurs millénaires et de détecter les mélanges génétiques entre groupes distincts, et parfois même d'identifier des épisodes de contact historiques. Toutefois, ces outils, aussi puissants soient-ils, ont donc des limites structurelles importantes, notamment dans le cas des conquêtes d'Alexandre. Déjà, le point numéro 1, c'est qu'il faut en finir avec une idée reçue, qui est souvent véhiculée par un discours politique ou identitaire. L'existence d'un marqueur génétique propre à un peuple antique. Ici, les Grecs ou les Macédoniens d'Alexandre.
En réalité, les populations de Grèce antique forment déjà une mosaïque génétique complexe de fruits de migrations multiples survenus durant la préhistoire et l'Antiquité. Donc en fait, il n'y a pas de gène grec. Du coup, s'il n'y a pas de gène grec, on ne peut pas tracer réellement un gène grec. D'ailleurs, les études génétiques récentes montrent par exemple que les Mycéniens, ancêtres des Grecs classiques plus ou moins, partageaient une partie de leur patrimoine avec les Minoens, mais aussi avec des populations venues des steppes pontiques, via des migrations indo-européennes. Cette composante steppe, entre guillemets, est également retrouvée dans des populations variables chez d'autres peuples d'Europe et d'Asie. De plus, les Macédoniens eux-mêmes, bien qu'hellénophones, formaient un sous-groupe en marge du monde grec classique, avec des interactions génétiques et culturelles, avec aussi les Thraces et avec aussi les Idériens. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous le redis, la génétique ne peut pas tracer une origine grecque dans les populations actuelles. Même en supposant que des soldats macédoniens aient eu une descendance locale dans les territoires conquis, il faut prendre en compte un phénomène fondamental, que l'on appelle la dilution génétique. Lorsqu'un petit groupe d'individus s'intègre à une population beaucoup plus vaste, leur contribution génétique diminue mécaniquement au fil des générations, jusqu'à parfois même devenir potentiellement indétectable. Prenons un exemple simplifié. Si 10 000 soldats macédoniens ont eu des enfants avec des femmes locales, dans un territoire de plusieurs millions d'habitants, leur trace génétique représenterait une fraction infime du patrimoine global. En l'absence d'un isolement reproductif ou d'une expansion démographique propre, leurs gènes se mêlent progressivement au entre guillemets bruit de fond génétique et ne peuvent plus être distingués d'autres apports similaires. Ce phénomène est accentué ensuite par la recombinaison génétique, qui à chaque génération mélange les gènes hérités des ancêtres. Après une dizaine de générations, les segments d'ADN issus d'un ancêtre unique deviennent extrêmement courts et leur origine devient pratiquement impossible à identifier sans données génétiques très précises et comparatives. Enfin, les marqueurs génétiques uniparentaux, comme l'ADN mitochondrial ou le chromosome Y, sont hérités en ligne directe, mère ou père uniquement, ce qui signifie qu'ils peuvent disparaître rapidement si les descendants n'ont pas d'enfants du même sexe. Ainsi, l'absence de marqueurs grecs ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas eu de mélange, mais seulement que ces mélanges n'ont pas laissé de traces détectables dans la population actuelle. Un autre obstacle majeur à l'identification d'une entre guillemets encore une fois empreinte alexandrienne est la multiplication des mouvements de population, survenus dans les siècles qui ont suivi. L'Asie centrale, le Proche-Orient et l'Inde du Nord ont été pendant plus de 2 millénaires des zones de contact, de conquête et de migration. Après la mort d'Alexandre en 323, moins 323, son empire est divisé entre ses généraux, les fameux diadoques, on en a parlé, et alors créer plusieurs royaumes hellénistiques, comme les Séleucides ou les Gréco-Bactriens, qui vont poursuivre son œuvre dans la région pendant quelques générations. Mais rapidement, d'autres puissances vont prendre le relais, les Parthes, les Sassanides, les Couchants, les Huns, les Arabes, les Turcs, les Mongols. Chacune de ces vagues va apporter son lot de métissage supplémentaire, rendant donc extrêmement difficile de distinguer les traces d'un événement aussi ponctuel et ancien que la campagne d'Alexandre. De plus, les routes commerciales, comme la route de la soie, ont servi de vecteur de brassage constant en Europe, entre l'Europe et l'Asie centrale, la Chine et l'Inde. Cette circulation intense des personnes et des marchandises et des idées a laissé une empreinte génétique composite, dans laquelle il est quasi impossible d'isoler un apport spécifique lié à l'époque hellénistique. En somme, la génétique moderne permet d'explorer avec finesse la profondeur historique des populations, mais elle ne peut pas valider des récits de descendance directe liés à des figures historiques comme celle d'Alexandre. Ce constat invite à reconsidérer l'héritage d'Alexandre non pas dans le patrimoine biologique des peuples, mais dans leur histoire culturelle, politique et intellectuelle, un domaine où son influence demeure, elle, indiscutable. Le récit d'Alexandre le Grand, laissant une empreinte génétique durable en Orient, est séduisant. Il évoque le pouvoir transformateur d'un homme sur des territoires immenses, unissant des peuples, séparés par la langue, la culture et la géographie. Pourtant, à la lumière des données disponibles, la réalité scientifique impose un constat plus nuancé, voire sceptique. Les sources historiques attestent qu'Alexandre chercha délibérément à promouvoir des unions entre Grecs et non-Grecs, que ce soit à travers les mariages de Suse, ses propres unions, ou la fondation de colonies dans tout l'Orient. Ce projet politique visait une forme d'intégration impériale, reposant sur un brassage culturel autant que sur l'alliance par le sang. Cependant, comme on l'a vu, la génétique moderne ne fournit donc aucune preuve directe, aucune trace biologique identifiable aux conquêtes d'Alexandre. Le cas le plus souvent cité, comme celui des Kalash du Pakistan, témoigne plutôt de mélanges anciens multiples, dont certains sont bien antérieurs à l'époque hellénistique. Les régions traversées par Alexandre, de l'Anatolie à l'Indus, étaient en fait déjà le théâtre de dynamiques démographiques complexes, alimentées par des migrations datant même jusqu'à la préhistoire. À cela s'ajoute le fait que sur le plan strictement génétique, la trace laissée par un petit nombre d'individus, comme nous l'avons vu, tend à s'effacer au fil des générations. En revanche,
Et je le réinsiste là-dessus, l'héritage culturel d'Alexandre, lui, est indiscutable et abondamment documenté. Les cités qu'il a fondées, comme bien évidemment Alexandrie en Égypte ou Aïkanoum en Bactriane, ont été des foyers de diffusion de la langue grecque, des institutions hellénistiques, de l'art classique, de la pensée philosophique. Après sa mort, ses successeurs ont prolongé ce mouvement, créant des royaumes hybrides où se mêlaient influences grecques, perses, indiennes et égyptiennes. Ce phénomène a donné naissance à une civilisation hellénistique cosmopolite, dont les effets se font sentir bien au-delà de la Méditerranée, jusqu'en Asie centrale et dans le nord de l'Inde. Ainsi, si l'ADN ne conserve que peu, voire aucune trace tangible d'Alexandre, la mémoire historique, l'urbanisme et les savoirs et les pratiques artistiques constituent une forme d'héritage bien plus durable. L'empire d'Alexandre a disparu en quelques décennies, sa culture, elle, a perduré pendant des siècles. C'est un peu compliqué l'ADN. Non, je trouvais ça très clair, enfin, tous les détails, tout ça. Voilà, c'était évident que l'ADN-G représente quand même oui. voilà, les populations européennes. Ça me paraît. Évidemment, tu l'as répété pour ceux qui écoutaient pour ceux qui n'écoutaient pas, là, c'est ça. Voilà, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même bien basique de nos jours. Non, mais je trouve ça intéressant parce que. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est le genre de choses qui peut alimenter aussi un discours, le côté très, voilà, il y a nos gènes qui sont présents à tel endroit, alors que l'étude ADN nous prouve littéralement que le concept de génétique, il est pas absolu, quoi. Pour tomber directement dans le comment on appelle ça, le point Godwin, il n'y a pas de race aryenne en fait. Ça n'existe pas, puisque depuis la préhistoire, les gens ont un brassage biologique, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Tu as effectivement des cultures qui, elles, peuvent perdurer, et encore, en réalité, quand on étudie l'histoire, on se rend bien compte qu'elles ne font que s'acculturer les unes les autres pour créer d'autres cultures, qui elles-mêmes créent d'autres cultures, qui elles-mêmes créent d'autres cultures. Donc je trouve ça intéressant aujourd'hui de justement présenter un peu ça. Je pense que c'est important en 2025. Voilà. Clairement. Donc merci d'avoir bien voulu m'écouter. Quand tu vois les photos des calages, effectivement. Ouais, les calages, c'est impressionnant. C'est assez. Oui, tu te dis, non, clairement pas. Il y a des choses là-dessous, mais en fait, non, c'est juste. C'est ça, c'est juste des migrations bien antérieures à Alexandre. Ouais. Donc c'est vraiment. Clairement. C'est passionnant, c'est passionnant. Mais toutes les études de génétique, de toute façon, c'est hyper intéressant. Je ne comprends pas grand-chose, mais quand je regarde des documentaires sur Arte, tout ça, quand ils parlent des Mongols, des Huns qui étudient les os, des tombes qu'ils trouvent, c'est hyper intéressant. La génétique, maintenant, c'est vraiment une source hyper intéressante, hyper importante, qui n'est pas absolue comme il faut pas, voilà. Tout à fait. Mais croisée avec d'autres sources, c'est un vrai outil en plus, quoi. Bien sûr, je trouve ça très chouette qu'on vive à une époque où ce genre de choses est possible, même si, tout comme toi, j'y comprends pas grand chose non plus. Pour moi, j'ai l'impression qu'ils font de la magie, mais les résultats sont hyper intéressants. Les outils du diable. C'est ça, ouais. Bon, c'est Satan, mais voilà, c'est intéressant quand même. On les brûlera après. Une fois qu'on aura les résultats. Voilà. Exactement. Les Team Cook. En tout cas, merci beaucoup encore une fois d'avoir écouté cette chronique. Est-ce que vous avez envie de dire une dernière chose sur cette période, sur Alexandre le Grand, sur tout ça? Ou est-ce que nous mettrons fin à cet enregistrement? C'est vrai que j'ai pas honte à moi, j'ai pas parlé de l'armée d'Alexandre, j'ai pas préparé de chronique. C'est pas grave, je suis désolé. Ne t'inquiète pas, Léopold, il n'y a pas de problème. Je suis honteux, je me Tu te flagelleras 100 fois. Je ferai une grosse chronique de 2 heures la prochaine fois. Voilà. Super. Je vais prendre 4 heures pour vous expliquer la service. Exactement. Non, mais tu le bois de la service, parce que c'est important le choix du bois de la service. Tu le feras pour les diadoques, écoute. Ce sera ta punition. Exactement. Mais voilà, juste très rapidement, c'est vrai que cette armée, elle est incroyable. Comme tu l'as dit, elle est très diverse, avec un cœur et un noyau de phalange macédonienne très solide et qui a fait le succès d'Alexandre, avec une tactique qu'il a répétée. Le cœur de ces tactiques de bataille ont toujours été les mêmes. C'est le marteau et l'enclume. Ses phalanges étaient l'enclume, et lui, avec sa cavalerie, il tournait l'armée adverse et il écrasait tout le reste, quoi. C'est grosso merdo, je dis pas. Dans le plus fin, il y a des variations, mais grosso merdo, c'était ça. Et avec une utilisation, c'est vrai qu'il a quand même apporté une utilisation de la cavalerie
alors on pourrait dire que c'est pas forcément lui, c'est plus l'armée macédonienne, c'est les réformes de Philippe II, mais une utilisation de la cavalerie et notamment aussi des auxiliaires, comme dont tu as déjà parlé, des peltates, des archers, des frondeurs, beaucoup plus importantes que ce que les Grecs et les Grecs de Grèce on faisait avant. Hein. Avant, c'était vraiment je te pousse, tu me pousses dans la phalange. Il y avait avant deux, trois tirailleurs qui faisaient un peu de taf au début, mais c'était tout. Le principal, c'était vraiment le choc de la poussée de la phalange. Et les Macédoniens sont arrivés avec de la cavalerie. Hein. La Macédoine est un pays, était un pays où il y avait beaucoup de plaines, très pratiques pour la cavalerie. Hein. Ouais. Donc du coup, il y a une très grosse tradition de cavalerie en Macédoine, d'où cette utilisation assez inédite, assez euh, importante de la cavalerie, beaucoup plus qu'on en fait des Grecs. Mm. Donc voilà, c'est une armée excessivement intéressante à étudier parce qu'elle est vraiment très protéiforme, parce que Philippe II a aussi ajouté tout un corps d'ingénieurs, Ok. un corps de siège. Hein. On pense, je me souviens d'avoir étudié à l'université le siège de Tyr, je crois, où ils ont construit une grande digue pour atteindre la ville, Ok. avec avec des tours dessus, des tours de siège dessus en bois. Donc vraiment, c'est excessivement intéressant et effectivement, on pourrait en parler, notamment lors des diadoques, lors de l'épisode des diadoques sur cette Ça armée y est, qui c'est est. acté, il y en aura un. Ça y est, c'est fait, voilà, c'est bon, c'est dit. Il y avait aussi, j'avais lu à un moment donné qu'il y a ces ingénieurs sur l'Indus, je crois, ils construisaient un pont, il me semble, assez rapidement pour que l'armée puisse Oui, franchir l'Indus, je crois. ouais, C'est hyper effectivement, ouais, impressionnant. Hein. il y avait ça, c'était vraiment une armée multifonction, un vrai couteau suisse pour le coup, et avec une phalange qui est, contrairement à l'idée reçue, beaucoup plus mobile que ce qu'on croit. Ouais. C'est vrai qu'on a l'idée d'une phalange très, si elle n'est pas en pleine, elle est complètement déboussolée. Ouais. Et en fait, en réalité, elle est beaucoup plus mobile que ce qu'on a pu croire, notamment, comme par exemple à la bataille d'Idos, où quand même, la phalange a quand même dû franchir un fleuve puis se reformer après. Ok. Donc, elle a pas été si immobile que ça. Ok. Puis, après, ouais, voilà, elle est sans doute quand même un peu plus difficile à manœuvrer dans les espaces montagneux que Oui, des alors, formations un peu plus oui, non, mais légères. clairement. Mais c'est le principe de la pique en fait. Toute la grande difficulté des armées avant l'arme à feu est que tu n'as pas de combinaison parfaite en fait. Il Oui, n'existe aucune combinaison parfaite. C'est soit tu peux être très très fort dans un truc, mais tu vas forcément avoir des faiblesses. Les rangs de pique quand même sont particulièrement efficaces pour repousser de la cavalerie, pour tenir aussi hein, sur le défensif sur le long terme. Tant que ta formation de phalange elle tient, elle est quand même très difficile à craquer. mm, Par contre, effectivement, si tu arrives à te faire flanquer, tu oui, l'as plus quoi. Donc passer des courtes d'archer, voilà. ouais, non, Mais mais l'archer clairement. lui-même, face à un cavalier, il fait pas long feu non plus quoi. Ouais, c'est un Donc, équilibre à trouver, quoi. Ouais, ouais, ouais. Un équilibre que les Romains avec la Légion ont trouvé pendant un moment. Ils ont et quand même. même celui-là, en fait, finalement, tu te rends compte que la Légion, certes, elle est efficace, mais elle repose aussi beaucoup sur pas mal de supplétifs. La Oui. Légion seule, face à Hannibal, elle s'est fait annihiler à de Ah oui, non, mais multiples clairement, reprises. l'équilibre est à trouver entre un cœur d'infanterie lourde, de l'infanterie légère. Oui, effectivement. Hein. Ce qui fait d'ailleurs souvent un conquérant, c'est qu'il arrive à utiliser à bon escient ce qu'il a sous la main et à manœuvrer, à choisir ses armées, à composer ses armées de manière efficace face à ses adversaires. Hmm. Ah ouais, non, totalement. Ça me fait penser un peu complètement hors période, mais ça me fait penser à Napoléon, quoi. Il avait tous les outils qu'il a utilisés, ils existaient déjà avant, et son génie, ça a été de les mixer ensemble. Hein. Donc effectivement, les grands chefs de guerre, les grands conquérants, ils arrivent à mixer des outils qu'ils ont et puis en forger d'autres aussi. Donc, Bah, merci pour les précisions que vous avez rajoutées, du coup, Franck et Léo.
Je t'en prie, on n'a pas débordé, cette fois on n'a pas parlé trop longtemps, c'est bon. Vous pouvez continuer à parler, hein, vous êtes arrêté subitement, mais vous avez le droit de continuer à parler. Moi, je vous écoute, je bois vos paroles. Hein. Non, mais après, ça. Non, après, Je vous ai traumatisé, non. Pardon, allez-y, parlez-moi des phalanges. D'où ça vient d'ailleurs cette idée de... Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais pourquoi les Macédoniens, ils ont des lances de 5 mètres de long, ça leur... et pourquoi les autres n'ont pas fait ça? Ça paraît que Ouais, tout d'un parce coup... que, je pense en partie, comme il l'a dit tout à l'heure, ça veut dire que t'as pas de bouclier ou très peu. Ouais. Donc ton niveau défensif, on parle d'une technologie où tu peux pas te balader en armure de plate. Ouais. Tu peux pas te reposer sur une armure extrêmement lourde pour faire le travail à la place d'un bouclier. Donc si tu abandonnes le bouclier, c'est un choix stratégique. Ok, ouais. Et il peut marcher à un moment donné, et il marche d'ailleurs face aux Grecs parce que justement ils vont être peut-être pas au bon endroit au bon moment, mais presque, tu vois. Ouais. De dire bah oui, là ils ont une allonge plus grande, donc ils gagnent face aux Grecs. Mais tu prends les mêmes phalanges que tu mets face à des archers anglais, j'ai bien peur que ta phalange elle se fasse réduire en charpie. Ouais, ça vient. Ouais, effectivement. Oui, comme a dit Franck, l'équipement défensif a été largement réduit avec les phalanges macédoniennes, tout simplement parce que Philippe II, lorsqu'il a réformé son armée, il s'est vite rendu compte que l'équipement des hoplites, tout en bronze, les jambières, le bouclier, la cuirasse, machin, ça coûtait une blinde, Ok, et que son d'accord. pays était quand même assez pauvre. Donc il a décidé d'alléger tout ça et il a donné du coup une arme offensive un peu plus longue pour se protéger un peu plus, pour avoir plus d'allonge, hein, comme a dit Franck. C'était plus efficace. Quand t'es peu protégé, autant se mettre plus à distance. Effectivement, ouais. Parce que du coup, c'est Philippe qui a eu l'idée de créer ces phalanges un peu spécifiques alors? Oui, C'est sous Philippe que la phalange macédonienne elle est apparue. Ouais. Ok. Mais je te dis, là, c'était un bon choix parce que ça lui a donné. En fait, phalange contre phalange, la phalange macédonienne a Ouais, l'avantage de la distance. il avait un vrai avantage tactique, quoi. Ok. Maintenant, effectivement, la phalange macédonienne, bah ouais, elle se fait tirer dessus, ils sont foutus. Ouais. Je pense que parmi toutes les unités qui existent sur ces périodes-là, il y a peut-être que l'archer monté qui est des différents peuples nomades, qui n'est pas que les Mongols. Moi, je pensais aux Parthes surtout. Non, c'est pas les Parthes ont des archers montés, non? Si. Aussi, ouais. Mais je pense qu'il y a que peut-être les archers montés qui utilisaient vraiment en masse et dans des stratégies d'évitement sont très difficiles à battre seulement sur le champ de bataille. Le problème, c'est que ce genre de horde d'archers et de cavaliers, ça demande une quantité phénoménale de pillage, de ressources, de tout ce que tu veux. Ok. Et une fois que tu as pillé une ville, tu peux pas la piller deux fois en fait. Donc en vrai, c'est salaud à dire, mais si l'armée en face décide justement de jouer l'évitement et refuse l'affrontement, et tu pratiques la politique de la terre brûlée, bah, rapidement, tes archers montés, bah, ils vont avoir le choix soit de s'enfermer dans des châteaux, d'abandonner leur stratégie, et à ce moment-là, tu peux leur retomber sur le rable. Ouais. Soit juste de se barrer. Effectivement. Vous voulez rebondir encore un peu ou vous me dites, hein, j'ai l'impression que vous avez peur de sinon parler. on est parti pour. Mais pas, allez-y, moi je fais rien là, donc vraiment j'ai pas de. Moi je vous écoute, hein, j'y connais rien du tout en. Déjà j'y connais pas grand chose en stratégie, on va pas se mentir. Mais alors en plus en stratégie antique macédonienne, moi j'y connais mais après, que dalle. Après. Il me semblait comme c'est en partie la manière de faire la guerre des Grecs et des peuples un peu plus au nord. Enfin, c'est un peu avec cette idée que tu as vraiment une ligne forte et puis autour de ça gravitent des unités plus légères, de la cavalerie. J'avais en tête, si vous me corrigerez si je me trompe, mais il me semble qu'un marathon, il n'y avait pas un concept de la ligne de phalange était
Je vais m'exprimer très mal, mais en gros, il y avait un gros rectangle, et en fait, les unités centrales étaient entre guillemets plus faibles ou devaient se replier pour que quand les Perses débarquent, en fait, les lignes sur les côtés les entourent littéralement et après les bouffent sur les côtés. Oui, c'est une stratégie militaire, oui. Non, ça, c'est la bataille de Cannes. À Marathon, ils ont chargé sur la plage pour éviter de se prendre les traits. Là la tactique dont tu parles, c'est la bataille de Cannes à Hannibal contre ok, les d'accord. Romains. Ok, pardon. J'avais ça en tête pour Marathon, je sais pas pourquoi. Mais c'est une stratégie qui existe. Oui. Ouais. C'est la stratégie. Du coup, c'est pas la même époque, du coup. Non. C'est une autre époque grandiose. Un jour, on parlera des Romains, si vous voulez. Je sens qu'il y a depuis tout à l'heure, il y a une vibe un peu. Il faut parler des Romains, donc on fera. Un peu romaine. On fera un truc sur les Romains. Ne inquiétez pas. J'ai la musique de Rome Total War qui est déjà en place, donc voilà. C'est. Bon, les Romains, ils ont rien bien fait. Ils ont rien fait de bien notable. Hein, faut être honnête. Voilà, allez. Non, leur influence est vraiment pas là encore aujourd'hui, quoi. Le cul bordé de nouilles. Ils ont tout piqué aux Grecs. Alors, pas tout. Oui, les Jupettes. Pas tout. Après, ils ont piqué le reste aux Espagnols et aux Samnites. Attention. Tout leur système d'armement aux Celtes. Et après ils ont piqué finalement, est-ce que la leçon, c'est pas qu'être les plus grands voleurs de l'histoire, c'est ce qui permet de réussir? Waouh. La leçon, c'est qu'envoyer les éléphants à travers les Alpes, c'est une idée à la con. Il y a pas longtemps, je suis passé par le col en plus de Hannibal. Bah putain, je sais pas s'il était taré ou qu'il avait des couilles énormes, mais franchement, mettre des éléphants là, c'est badass. Voilà. Je croyais. Bah ouais, et puis faut croire en ses rêves. Faut croire en ses rêves. Hein. Faut croire en ses rêves, c'est important. Exactement. Techniquement, des éléphants sont passés de l'autre côté des Alpes. Pas tous. Pas tous. Mais il y en a qui sont passés. Et franchement... 2 sur 20. Et les yeux d'Hannibal non plus ne sont pas tous passés. Ok, on parlera des Carthaginois aussi, si vous voulez. Je sens qu'il y a une vibe antique là dans ce groupe qui sort beaucoup. Ah bah oui, bah oui, en même temps, Mais il y aurait pas de toute façon. Et donc du coup, c'est la fin de l'épée. Le plateau part en couille. C'est la fin de l'épisode. Ça peut être intéressant de. Sort les glaives du côté droit. Ce serait intéressant un jour de faire un débat sur c'est quoi la meilleure période. On garde ça en tête pour le futur. Si vous voulez pas rebondir une dernière fois sur Alexandre, bah on peut s'arrêter là. Je sais pas. Okay. À part Éphaïstion, ouais, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui veut rebondir sur Alexandre. On saluera la performance des soldats grecs qui ont traversé depuis la Macédoine et depuis la Grèce. Oui, c'est vrai. Arriver jusqu'au bord de l'Indus quand même, parce que on parle souvent en termes de conquête, mais d'un point de vue individuel. Quel enfer. Surtout sur ces périodes-là. Et surtout un niveau d'exploit qui est curieux. Les mecs ont attendu d'être à l'Indus pour commencer à gueuler, quoi. Genre, oui. Moi, j'aurais gueulé dès le début. De toute façon, je serais mort dès le début, je pense. Oui, ça c'est sûr. Je serais resté en Grèce avec Antipater. Je pense que la moitié des gens aujourd'hui, ne serait-ce que par la médecine moderne, ne seraient pas là. Bah, je suis myope déjà, donc... Je pense qu'on aurait fait 10 mètres en dehors de Pélas et on serait mort. On aurait trébuché sur un caillou, et hop. Allez hop, ciao, bonsoir. On aurait bu de l'eau, on serait mort. On aurait chopé la moindre maladie de l'époque. On se fait vraiment un lion après. Je vois la bande de Cassin sortir des portes de la cité en mode hey, on y va et tout. Ils font 10 mètres, le premier il prend une flèche dans l'œil. Bon bah alors finalement je crois que j'ai des marathons. Juste notre organisme qui n'aurait pas résisté, genre qu'est-ce qu'il a fait pour mourir? Bah il a mangé. Quelque chose à varier? Non, il a juste mangé. Il a eu une terrible chiasse et il est mort. Non mais ça à l'étranger faut faire attention bol, qu'on mange. Ah ouais c'est ça. Et son appendice a pété et bah voilà, c'est raté. Mais oui, je sais pas si ça existe, mais je serais curieux de savoir le nombre de morts par maladie qu'il y a eu dans les armées d'Alexandre, parce que bon. Ah, je pense que ça doit être terrible. C'est toujours le facteur. Ça doit être vraiment terrible. Le facteur le plus fort, donc. Ouais. Horrible. Mais en tout cas, tu as raison de le souligner, Franck. C'est important de souligner que d'un point de vue individuel, c'est quand même une sacrée perf de cette fait tous ces kilomètres comme ça.
Et après le retour, Et à travers le désert de je sais plus trop quoi pour une partie. Ah ouais, ça, apparemment, ça a été Oui, atroce mais aussi, oui, ouais. c'est vrai qu'on a parlé de ça, mais ça a été un véritable désastre aussi. Oui. Ouais, En fait, toute la fin est tout pourrie dans la Ouais. campagne Mais en d'Alexandre. fait, c'est marrant, entre très gros guillemets, à quel point les mecs qui reviennent de campagne la queue entre les jambes, ils perdent leur armée au passage parce que l'hiver, parce que la chaleur, parce que. Il a pensé à l'aller, il a pas pensé au Il a retour. pas pensé au retour. Oui, Il aurait dû d'ailleurs, continuer à faire, que de l'aller, il serait revenu à son point de départ, mais ça aurait été que de l'aller. C'est ça, au bout d'un moment, t'es rond, forcément tu reviens, Tu quoi. reviens. Nouvelle théorie, Alexandre le Grand aurait pu découvrir Vers l'Amérique. Si c'était Oh, jamais une arrêté. Une Alexandrie à Mexico, ça c'est pas Ouais, beau. c'est Ouais. ça. Déjà, rien que Alexandre arrivant devant les Chinois, Ouais. les Alors, mecs écoute, sont 10 fois plus nombreux. Le mec, il arrive en mode bonjour Bonjour à tous, un par un. Marc, écoute, Marc, va chercher Nico. Prochain sujet, études génétiques. Et y a-t-il du grec chez les toupies? Bon, déjà qu'on sait qu'il y a du français, des jeunes français chez les Toupines en bas, alors peut-être qu'il y a des Grecs. Mais bref, merci à vous trois du coup d'avoir bien voulu participer à cet épisode. Ça m'a fait très plaisir de le faire en votre compagnie. C'est la première fois qu'on fait un épisode spécial sur de l'Antiquité, si je ne m'abuse. Donc c'était chouette à refaire. Moi, c'est vrai que c'est des périodes que je connais moins, donc j'ai tendance à moins vous lancer là-dessus. Donc je pense qu'on va en faire plus. Déjà l'épisode Diadoc, on va le faire. Moi, ça avec plaisir. On en fera un sur la Rome à un moment donné, ça fera plaisir à Seb et ça fera plaisir aussi à Théo, j'imagine. Donc, Oui, on en fera un de 30 minutes dessus, c'est bon pour faire plaisir. pour dire voilà, bon, les Romains, voilà, c'est bon. Donc voilà, n'hésitez pas, les auditrices, les auditeurs, à vous abonner, bien évidemment. On a un autre épisode qui arrive, bien évidemment, dans très peu de temps, sur notamment Marignan, parce que voilà, 1515, 2025, ça me semblait être une bonne idée. Sur ce, merci encore une fois à tout le monde, et puis portez-vous bien. Et la prochaine fois que vous avez mal au ventre, pensez aux soldats d'Alexandre. Ciao, ciao. Et c'est très bien, les Romains. Il a volé la dernière parole, quoi. Ouais, j'avoue. C'est pas grave. Bon, allez, hop.